glory of chaos! « 15 ans. C'est le temps qu'il a fallu pour souffler, pour compter les morts, pour regarder ce qu'il restait du système de Caïssa 6 et décider quoi faire avec les cendres. Victis ne s'est pas relevée. Et elle ne se relèvera peut-être jamais. Ces spires millénaires, ces cathédrales de plastacier qui avaient défié le ciel pendant des siècles, appartiennent désormais à la pourriture et à la chitine. Les cartes militaires la désigne sous un seul statut. Monde perdu. Système en quarantaine. Mais 15 ans, c'est aussi le temps qu'il faut à ceux qui survivent pour se reconstruire, pour se rappeler pourquoi ils se battent et pour préparer ce qui vient. Parce que la guerre, dans le secteur occitan, n'a jamais vraiment cessé. Elle s'était simplement déplacée. Nous sommes en l'an 28 du 42e millénaire. Bastion stratégique de Carolingia, ce monde capital du sous-secteur occitan s'avère être le siège de l'administratum sectoriel, la forteresse administrative qui avait tenu pendant que tout brûlait autour d'elle. Ses remparts de plastacier renforcés s'étendaient sur des kilomètres et ses tours de surveillance scrutaient un horizon perpétuel, couvert de nuages bas et gris, chargé de l'humidité des plaines industrielles qui entouraient la capitale. Une planète qui n'était pas belle, qui n'avait jamais cherché à l'être, mais qui y tenait depuis toujours. Envers et contre tout. C'est ici que toutes les décisions se prenaient. C'est ici que l'avenir du sous-secteur occitan se jouait ce jour-là. La salle de commandement principale du bastion stratégique était plongée dans une pénombre froide et calculée. Les fenêtres épaisses, de 30 cm de Christaflex blindé, ne laissait entrer qu'une lumière grise et diffuse que les générateurs hololithiques transformaient en projections bleutées. Ces projections découpaient dans l'air poussiéreux les silhouettes de plusieurs systèmes stellaires, des noms familiers, des noms qui portaient des cicatrices. Caïssa 6, marqué en rouge comme système perdu. Tyrion 4, clignotant en orange, indiquant un signal inconnu, ainsi que Verdun Prime en vert pâle, où il était écrit que la situation était encore bonne. Les murs de la salle étaient couverts de plaques commémoratives, des listes de régiments, de batailles et de mondes défendus ou perdus.
L'odeur caractéristique des salles de commandement impérial flottait dans l'air. Encens de protection, huile de machine, parchemin brûlé. Une odeur de décision prise depuis des siècles, dans des pièces identiques, sur des mondes différents, par des hommes qui portaient le même fardeau. 3 silhouettes se tenaient autour de la table de commandement. Le seigneur général Sébastien Aeterna Victis se tenait droit, les mains jointes dans le dos, son uniforme noir et bleu parfaitement ajusté, malgré les heures passées dans cette salle. Son visage portait les marques de 15 années de reconstruction. Non pas de cicatrices de combat, mais quelque chose de plus subtil. Les lignes que laissent les décisions difficiles. Les yeux de quelqu'un qui a appris à regarder le monde tel qu'il est, et non tel qu'il devait être. 15 ans avaient passé depuis la chute de Keïsa-6. 15 ans depuis qu'il avait regardé les navettes partir, en sachant que certains de ceux qui restaient ne reviendraient pas. Il avait appris à ne pas laisser la douleur transparaître dans les rapports officiels. À sa droite se tenait l'inquisiteur Ethan Bellona de l'Ordo Malleus. Survivant, comme toujours, son armure sombre absorbait la lumière comme un puissant fond, sans aucun reflet, comme si la matière elle-même refusait de s'y accrocher. Il était debout depuis l'aube. Il n'avait pas bougé. Ce genre d'homme ne bouge pas. À sa gauche se tenait une nouvelle venue. L'inquisitrice Alériane de l'Ordo Xénos. Plus jeune en apparence que Bellona, ce qui ne voulait rien dire dans le monde de l'Inquisition. Sa robe de travail grise ardoise était sobre, presque austère, ornée d'une seule sceau de l'Ordo Xénos sur l'épaule gauche. Elle observait silencieusement la projection du sous-secteur depuis son arrivée. Elle lisait les cartes comme d'autres lisent des visages, en cherchant ce qui se cache derrière ce qu'on vous montre. Elle n'avait pas encore dit un mot. Ce fut elle qui brisa le silence. Elle demanda à parler du 31e régiment. Victis hocha lentement la tête. Une nouvelle projection apparut au centre de la table. Keïsa-6. Un système marqué par la ruine. Il parla d'une voix grave et posée, celle d'un homme qui a appris à transformer la douleur en données exploitables. Il leur parla de la chute, de la 33e division blindée anéantie en quelques heures, des 84,9% de pertes parmi les effectifs engagés, des lignes qui avaient cédé partout à la fois au 23e jour, et de Natasha Maria de l'Isfra, dont le nom fut prononcé avec une nuance de respect que les rapports militaires n'autorisent pas. Commandante des forces de défense planétaire, celle qui avait organisé l'évacuation, celle qui était restée, celle qui n'était pas rentrée. Bellona n'avait pas bougé pendant ce récit. Alériane non plus. Mais quelque chose dans l'air de la pièce avait changé. Le poids particulier des silences qui suivent les noms des morts qu'on ne peut pas rendre. Une Victis leur parla de la reconstruction. 15 années sur Victis Mundus, dont le système Atreus
Un monde industriel, gris et fonctionnel, sans histoire ni gloire, choisi précisément pour ces raisons. Endroit où rebâtir, sans être distrait par des mémoires. 15 années pour réapprendre à se battre. Réformer des cadres, remplir les rangs avec des recrues venus de mondes que la guerre n'avait pas encore touchés. Des jeunes qui avaient entendu parler de la chute de Caïsassis comme d'une légende, et qu'ils allaient apprendre à la porter comme un héritage. Le commandement du régiment avait été confié à Francisco Louis, deuxième du nom de l'Isfra, l'un des nombreux fils de Natasha Maria. Une lignée de survivants, une lignée de soldats, un homme qui avait grandi avec le nom de sa mère comme une armure et un fardeau simultanés, et qui avait choisi, comme elle, de porter les deux sans se plaindre. Bellona posa la question sans détour. Combien? Victis ne détourna pas les yeux. Et il montra les chiffres. 1 million de soldats actifs et 1 million supplémentaires en réserve. Le silence qui suivit n'était pas celui de l'incrédulité. C'était celui des gens qui comprennent qu'une pièce vient d'être posée sur l'échiquier. 2 millions d'hommes et de femmes formés, équipés et prêts. Un régiment qui avait tout perdu et qui s'était reconstruit plus grand, plus fort, plus déterminé que ce qu'il l'avait été. La guerre fait cela, parfois. Pas souvent, mais parfois. L'inquisitrice aérienne tourna lentement la tête vers la projection du sous-secteur et fit apparaître une zone spécifique. Le nord-ouest du sous-secteur occitan. Un système clignotant en orange, celui de Tyrion 4. C'est un système périphérique, connu pour ses ressources minérales, mais peu stratégique sur les cartes impériales. Il s'y trouve un monde nommé Enmon Quintus, dont les communications avaient cessé plusieurs décennies auparavant. Les Ironens du clan Rokan y avaient envoyé un contingent d'investigation, mais depuis, aucune réponse. Si la situation exigeait des renforts, dit Alériane en observant la projection, le 31e pourrait alors y être requis. Victis observa la carte pendant plusieurs secondes. Le sous-secteur était déjà en état d'alerte depuis la chute de l'ancien système politique central. Une fragilité structurelle que ses ennemis n'avaient pas manqué de noter. Et il acquiesça. Mais s'ajoutant au problème, des demandes de renfort dans les secteurs extérieurs, notamment sur la croisade des 500 mondes, ainsi que Armageddon, allait peut-être éprouver la capacité militaire du sous-secteur occitan. Le 31e, lui, y répondrait toujours d'un pied ferme. Ce que le conseil de Carolingien ne savait pas encore, ce que nulle carte impériale ne pouvait plus dire avec certitude, c'est qu'Enmon Quintus n'était plus tout à fait Enmon Quintus. Pour comprendre ce qui s'était passé sur ce monde, il faut d'abord comprendre qui étaient ceux qui l'avaient pris à l'Imperium. Il y a 6000 ans, une durée que l'Imperium considère comme à peine hier, sur un monde aride, balayé par des vents radioactifs aux confins orientaux de la galaxie,
Une espèce commençait à peine à lever les yeux vers les étoiles. Ils n'avaient pas toujours été ce qu'ils sont aujourd'hui. Au commencement de leur histoire, ils n'étaient que 4 castes en guerre perpétuelle, les unes contre les autres. La caste du feu, guerrière et implacable, la caste de la terre, constructrice et méthodique, la caste de l'eau, diplomate et calculatrice, ainsi que la caste de l'air, exploratrice et insaisissable. 4 peuples d'une même espèce qui se déchiraient depuis des générations, condamnant leur monde natal à une guerre civile sans fin. Et puis, les éthérés apparurent. Personne ne sait vraiment d'où ils venaient. Personne, parmi les taux, ne posa cette question à voix haute. Ce que l'on sait, c'est que leur apparition transforma en quelques générations une espèce au bord de l'autodestruction en une civilisation unie, tournée vers un objectif commun, le bien suprême, le Tova. Une philosophie aussi simple dans son énoncé qu'elle est complexe dans ses implications. Le bien de la communauté prime sur celui de l'individu. Chacun doit accepter de mettre de côté ses ambitions personnelles afin d'œuvrer pour quelque chose de plus grand que lui. Ce n'est pas une idée abstraite pour les taux. Ce n'est pas un principe gravé dans un marbre, ainsi que dans un livre issu d'un temple que personne ne lit. C'est la structure même de leur société, de leurs armées, de leur manière de penser. Chaque guerrier de feu donnera sa vie sans une seconde d'hésitation pour faire progresser la cause de l'Empire. Là où l'Imperium construit sur la peur, la tradition et la foi en un dieu empereur à demi-mort sur un trône d'or, les taux construisent sur la conviction que l'avenir est meilleur que le passé, que la progression est possible, que des races différentes peuvent coexister, doivent coexister, au service d'un idéal commun. C'est ce qui les rend dangereux, non pas parce qu'ils mentent, mais parce qu'ils y croient vraiment. Parce que sur les mondes que l'Imperium a oubliés, cette conviction ressemble parfois à de l'espoir. Edmond Quintus était exactement ce genre de monde. Lorsque les premières sondes de la caste de l'air le cartographièrent, elles trouvèrent une colonie humaine, vieille de plusieurs siècles. Des descendants d'une vague de colonisation impériale dont la métropole avait depuis longtemps cessé de s'intéresser à eux. Des gens qui payaient leurs impôts en ressources minières recevaient en échange des visites sporadiques de fonctionnaires de l'administratum pompeux et vivaient dans une pauvreté que personne en haut ne jugeait urgente à corriger. Leurs cathédrales étaient délabrées, leurs hôpitaux inexistants. Leurs enfants mouraient de maladies que la médecine impériale aurait pu soigner si quelqu'un avait jugé utile d'envoyer des médecins. Les taux, eux, envoyèrent des médecins, des ingénieurs et des diplomates de la caste de l'eau, des négociateurs dont la patience et la subtilité sont légendaires dans tout l'Empire. Progressivement, doucement, millions d'une horloge dont on ajuste les rouages un à un, ils plantèrent les graines du bien suprême dans un sol que l'Imperium avait laissé en friche depuis trop longtemps. Une génération passa, puis une autre, et quand les taux arborèrent officiellement leur bannière au-dessus de la principale agglomération, personne ne leur tira dessus. Ils rebaptisèrent leur monde Edmond Quintus
disparu des cartes. À sa place, apparut un nom dans leur langue, un nom qui signifiait dans leur dialecte quelque chose comme le monde entre deux vents. Toremta. Toremta était un monde désertique, dont les plaines de sable cristallisées s'étendaient sur des milliers de kilomètres dans toutes les directions. Interrompues seulement par les formations rocheuses rougeâtres que les habitants appelaient les dents du monde. Des aiguilles de pierre vieilles de millions d'années, sculptées par des vents que personne n'avait jamais tout à fait compris. Le ciel ici était d'un bleu orange perpétuel, au crépuscule et à l'aube. Les deux seuls moments de la journée où les températures devenaient supportables pour une créature de chair. Le reste du temps, il faisait une chaleur à décourager les espoirs. La principale agglomération, la Grande Mandred, s'élevait à l'équateur, là où une série de sources souterraines permettait l'irrigation et rendait la vie en surface un peu moins hostile. Une cité de construction mixte, les anciennes structures impériales gothiques, lourdes et massives, côtoyaient les nouvelles constructions tau, aux lignes courbes et épurées, aux matériaux translucides qui captaient et redistribuaient la lumière solaire. Aux tours de communication dont les antennes ressemblaient à des plumes géantes figées dans la pierre. Deux esthétiques que tout opposait, deux visions du monde coexistant dans les mêmes rues, pas toujours confortablement. La population humaine avait accepté le bien suprême, officiellement. Dans les niveaux supérieurs de la Grande Mandred, dans les quartiers où les taux avaient apporté eau potable, soins médicaux et sécurité alimentaire, cet accord semblait sincère. Les enfants qui avaient grandi sous la bannière du Tova ne connaissaient pas l'Imperium autrement qu'à travers les récits de leurs grands-parents. Pour eux, les taux n'étaient pas des conquérants, ils étaient simplement la réalité. Dans les niveaux inférieurs, dans les quartiers anciens, où les façades portaient encore les aquilats effacés, et les cathédrales converties en entrepôts, la mémoire était plus longue et la loyauté plus ambiguë. C'est toujours ainsi avec les mondes conquis. Ceux qui ont tout à gagner embrassent le nouveau, et ceux qui ont tout à perdre se souviennent de l'ancien. Puis plus tard, vint la cognation de la roche d'émeraude. Ni taux, ni vraiment impériaux. Quelque chose d'autre. Une faction d'ingénieurs et de chercheurs qui opéraient dans l'espace entre les grandes puissances, acceptant des contrats de l'Imperium, des taux et parfois d'autres encore, sans jamais se lier définitivement à aucun des camps. Des gens dont la loyauté principale était envers la connaissance elle-même et envers les profits que cette connaissance pouvait générer. Leurs chefs, Grimvar et Caille-de-Jade, était un cognat dont la réputation précédait chaque négociation. Froid, méthodique, jamais surpris, jamais généreux sans raison calculée, il avait obtenu des droits de forage sur Toremta depuis quelques années. Un accord avec les taux qui appréciait son expertise minière sans lui faire entièrement confiance. Un arrangement d'intérêt mutuel. La cognation extrayait l'adamantium, les taux prenaient leur part, tout le monde était satisfait. Jusqu'au jour, à 3 kilomètres sous la surface, les foreuses heurtèrent quelque chose que personne n'attendait. Une structure artificielle, prédatant de loin toute présence humaine ou taux sur le monde. Les habitants de Toremta avaient un nom pour ceux qui dormaient sous leur monde. Un nom qui chuchotait la nuit depuis des siècles, dans les quartiers anciens et dans les grandes fermes lointaines perdues dans les déserts, dont les familles, dont les ancêtres avaient vécu ici avant les taux.
avant même l'Imperium, avant que quiconque ait jamais songé à venir revendiquer ce désert. Les dieux de métal. Ils avaient toujours su que quelque chose dormait sous les dents du monde. Ils avaient espéré que cela ne se réveille jamais. Et ils avaient eu tort. Pendant que Carolingiens planifiaient, pendant que le 31e se préparait, pendant que les Taux consolidaient leur emprise sur un monde qu'ils croyaient comprendre sous les déserts du Torremta, dans des cryptes scellées depuis des éons, quelque chose venait de décider que l'attente était terminée. 3 forces avaient convergé vers un même point, et elles ne le savaient pas encore. Elles l'apprendraient bientôt. Et ce qu'elles trouveraient au bout de cette convergence dépasserait ce que chacune d'elles avait prévu d'affronter.